Bienvenue dans cette nouvelle interview des experts hyper. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Ludivine Langlois. Elle est entrepreneure neuroatypique et multipotentielle, mais aussi créatrice de l'agence de communication Digital Mountain Consulting. Elle est aussi l'auteure du livre En dehors du moule chez Dashbook, maison d'édition collaborative, et elle viendra nous parler de son livre aujourd'hui. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est la 27e interview quand même des experts hyper. Et dans les interviews qui vont venir dans le futur, j'ai décidé aussi d'interviewer des héroïnes, donc des femmes atypiques, si vous me suivez sur la chaîne, qui sont expertes aussi de leur propre vie, parce que je pense que c'est important, de tous les âges et avec des parcours différents qui montrent un petit peu la diversité des rayures des zébrettes et démontrent aussi en fait, tous les mythes et clichés autour de la femme surdouée. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Ludivine Langlois. Alors, Ludivine, je vais te présenter. Donc, tu as 27 ans, tu es née à Auxerre, en Bourgogne. Donc, moi aussi, j'ai des origines bourguignonnes, donc ça me fait plaisir. Voilà. Maintenant, tu habites à Val Thorens, donc c'est un petit peu différent. Tu es créatrice de ta propre agence de communication Digital Mountain Consulting. Tu es aussi influenceuse et créatrice de contenu depuis 2016, notamment autour de contenus sur la montagne, les expériences diverses et variées, la gastronomie. Je sais que tu adores ça. Et tu viens d'écrire un livre en ce moment sur dashbook.fr à l'heure où on fait l'interview. Et j'espère qu'à l'heure où les gens verront l'interview, en fait, tu auras réussi à avoir ton nombre de précommandes. Donc voilà, tu es vraiment ce que j'appelle une héroïne. Et Ludivine, je te laisse peut-être ajouter des choses sur ton parcours et surtout commencer à te présenter et nous raconter en fait quels sont tes atypismes à toi et comment tu les as découverts. Alors, donc du coup, moi, comme tu l'as dit, je suis bourguignonne, je suis née à Auxerre et j'ai été scolarisée donc dans la Nièvre, dans une petite ville de campagne. Voilà, donc je suis rentrée à l'école en maternelle à 2 ans et demi, 3 ans. Donc, faut savoir que voilà, c'était 25 ans en arrière, donc on n'avait pas tout le recul et les informations qu'on a maintenant. On était pas très ouvert d'esprit, j'allais dire, et en plus de ça, on était à la campagne. Donc voilà, et il y avait un petit combo qui fait que dès lors où je suis arrivée à l'école, tout de suite, et ça a posé problème. Tout de suite, bah voilà, les professeurs appelaient mes parents pour leur dire ça va pas du tout avec Ludivine, on n'arrive pas à la gérer, il y a de gros soucis. Est-ce qu'il n'y a pas des soucis à la maison? Est-ce que voilà, donc on m'a tout de suite fait enchaîner des examens chez les pédopsychiatres, chez, enfin voilà, tous les professionnels de santé et j'en passe. Et moi, j'étais un peu là, je savais pas trop ce qui se passait parce que pour moi tout allait bien. Enfin, j'étais dans un environnement qui était plutôt sain. Voilà, enfin, pour moi, il n'y avait pas de soucis, mais pour autant, je voyais bien qu'à l'école, c'était compliqué, j'arrivais pas à m'intégrer, ni avec mes camarades et ni avec les professeurs, parce que il y avait une certaine forme d'autorité que je comprenais pas pourquoi on m'imposait d'apprendre des choses que je savais déjà. Enfin voilà, ça a été assez compliqué jusqu'à l'âge de mes 5 ans, je crois. En fait, déjà sur les 2 dernières années de maternelle, on me faisait faire un peu, pas comme des stages, mais on m'envoyait dans des classes un peu supérieures pour voilà commencer déjà à apprendre à écrire, à lire, parce que clairement moi de coller des gommettes et de faire du vélo, ça m'ennuyait. Je le faisais déjà chez moi et moi j'avais envie d'apprendre. Je savais déjà très bien m'exprimer et j'avais vraiment cette soif d'apprendre. Donc il fallait que ça aille plus vite, plus loin. Et donc du coup, c'est grâce à une professeure qui a tout de suite compris en fait quel était le souci
et qui a dit à mes parents, mais en fait, Ludivine n'a rien à faire dans ma classe. Elle me sort déjà le programme de l'année en une semaine. Donc moi, je peux pas la garder parce que je peux rien lui apporter. Donc c'est de là que l'école m'a fait faire du coup des tests de QI, un bilan psychologique. Du coup, on m'a fait sauter une classe, mais en fait, on m'a rien expliqué. On m'a pas dit quel était le souci. On m'a juste dit, bah voilà, maintenant tu vas aller là, et puis ça va suivre son cours. Et puis tout était très tabou parce que à cette époque, quelqu'un qui était différent, et en plus de ça c'était pas c'était pas un retard mental, c'était pas quelque chose qu'on savait déjà plus ou moins gérer. C'était vraiment il y avait comme une omerta sur le Hmm. sujet. Donc voilà, après moi j'ai dû avancer avec tout ça, et je crois que c'est vraiment à ma sortie de lycée, euh, vers mes 17-18 ans, où je me suis rendu compte que en fait c'était pas un problème, c'est juste qu'on n'a pas suggéré ça, on m'a pas expliqué, et moi j'ai dû avancer dans ma scolarité et dans ma vie avec un boulet au pied, et finalement voilà, c'est que à l'âge adulte où je me rends compte, non, je suis pas la bête noire, c'est juste que j'ai des capacités. Ça peut être mal perçu parce que ça peut faire peur, ou voilà, la différence fait peur de toute façon. Mais c'est pas un problème, voilà. Ben, super, parce que tout le monde peut avoir le cliché aussi de la petite fille sage avec une enfance, un parcours scolaire, ce qui arrive souvent chez les femmes surdouées, ce côté un peu masqué, j'avance masqué, etc. Et toi, en fait, c'était pas ça. C'était plutôt Ah bah assez alors, tumultueux, pousser le bah cadre. moi, en fait, c'était j'avance masqué, mais j'avance masqué vraiment à l'opposé, dans le sens Mhm, où j'ai toujours été un peu la cancre de service, mhm. enfin où vraiment je détestais l'école, je comprenais pas ce que je faisais là. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et puis voilà quoi. Du coup, je faisais ma rebelle. De toute façon, on me disait toujours que j'étais bonne à rien, et que de toute façon, je ferais pas d'études, et je ferais rien de ma vie. Donc voilà, je me disais bon, de toute façon, personne ne croit en moi. J'ai pas besoin d'impressionner des gens qui ne croient pas en moi de toute façon. Donc pendant un long moment, oui, j'étais vraiment à l'opposé de ce que j'aurais dû être finalement. Et alors, grande question, tu as écrit ce livre en dehors du moule, donc j'adore le titre. Pourquoi aujourd'hui, justement, à 27 ans, avoir voulu, alors déjà, j'ai envie de dire, écrire quelque chose sur ta vie. Souvent, on voit des gens qui écrivent genre midlife crisis à partir de 40, 50 ans, ça y est, je peux commencer à écrire mes mémoires. Et c'est souvent étonnant de voir quelqu'un, justement, à 25 ans ou 30 ans qui écrit un livre, enfin, en tout cas, dans le domaine de la douance. Pourquoi l'avoir fait maintenant? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Alors, pour être honnête, en fait, c'est la maison d'édition d'Ashbook qui est venue me proposer le projet. Mhm. Alors, je l'avais quand même dans un coin de ma tête. Non pas, je me disais, je vais écrire un livre, mais c'est vrai que moi, je suis partante pour tout faire dans la vie. Et donc, écrire un livre, finalement, ça en fait partie aussi. Mhm. Et c'est vrai que je me suis toujours dit, avec pourtant mon jeune âge, avec tout ce que j'ai traversé, enfin toutes les épreuves, enfin voilà, en lisant le livre, vous comprendrez un petit peu tout ce par quoi je suis passée. Il y avait clairement moyen d'écrire un livre. Là, il y a même moyen d'en écrire un deuxième, je pense. Enfin voilà, parce que mon parcours, il a pas été lisse, ni mon parcours
scolaire ni mon parcours de vie. Donc, il y avait énormément de choses à dire. Et en fait, donc j'ai été diplômée il y a 3 ans, mais avec le Covid, ma remise de diplôme s'est faite qu'un an après. Et en fait, c'est à partir de ma remise de diplôme où j'ai fait un petit post sur les réseaux sociaux. C'était la première fois que je parlais de ça. T'as fait un petit peu ton coming out C'est de ça. zébré. Même mes plus proches amis, je leur en ai jamais parlé. Moi, vraiment, c'était un sujet qui était tabou et dans ma famille et Hmm. dans tout. Donc, on n'en parlait pas. Et voilà. Parce que c'est toujours compliqué quand t'es différent, forcément, c'est compliqué. Donc, le mieux, c'est de ne pas l'être, de ne pas faire paraître que tu l'es. Donc, du coup, voilà, je me suis un peu plus ouverte. J'ai dit aussi des choses personnelles. En fait, j'ai juste fait un discours pour dire, bah voilà, aujourd'hui, je suis quand même fière de moi parce que finalement, c'était pas gagné. Et on m'a toujours dit que je ferais pas d'études, que de toute façon, j'étais bonne à rien. Je me suis fait renvoyer de plusieurs établissements. Enfin voilà, j'étais pas prédestinée de base à faire des études. Et là, j'ai quand même fait les études qui me plaisaient et j'étais hyper fière de moi d'être venue à bout de ça. Et voilà, en fait, j'ai juste laissé un petit message pour dire, bah voilà, en fait, croyez en vous parce que personne le fera à votre place. Et moi, en fait, c'est grâce à ça. J'ai cru en moi, j'ai écouté personne et j'ai fait ce que j'avais envie de faire et voilà. Et j'étais tout simplement fière de moi et je l'ai mis sur les réseaux et en fait, ça a provoqué beaucoup d'émulation et j'ai reçu plein de messages de personnes qui souhaitaient échanger sur le sujet ou de personnes voilà, qui, qui s'identifiaient un petit peu à moi. Et du coup, bah, le projet du livre, c'est vrai, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de poser des mots sur tout ça et bah, d'aider en fait les autres parce que moi maintenant c'est ok. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis venue, j'ai tout quitté pour venir habiter à Val Thorens parce que c'était vraiment mon rêve de gamine. J'ai créé le métier de mes rêves et maintenant je suis totalement épanouie. Enfin, je suis bien maintenant dans ma tête, dans ma peau. Donc, bah voilà, je me dis pour toutes ces personnes qui trouvent pas en fait ce déclic et cette lumière, ben, je vais essayer de transmettre mon témoignage et de dire bah voilà, on peut passer par des moments qui sont très sombres, des moments vraiment de doute où on est totalement perdu et on croit plus en rien. Et pour autant, bah rebondir et vivre la vie qu'on a envie de mener. Génial. Super message, je pense. En plus, c'est écrit avec, je trouve, beaucoup de spontanéité, beaucoup de fraîcheur, Mhm. sans prétention. Je trouve ça magnifique. Alors justement, pour revenir sur ton parcours scolaire, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les hauts et les bas de ta construction scolaire? Revenir aussi sur l'orientation scolaire. Hein. Moi, je reçois beaucoup de jeunes filles surdouées. La question de qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Méga angoissant quand justement on n'aime pas l'école et qu'on est obligé de rester dans le système scolaire pendant longtemps et qu'on sent que après en entreprise ça va être un petit peu la même chose. Comment on fait et surtout aussi comment tes parents ont pu t'aider là-dedans, comment ils ont réagi, ça c'est important aussi. Alors, moi déjà, jusqu'à ma troisième, c'était vraiment catastrophique. Ok. C'est-à-dire que déjà à l'entrée au collège, donc j'étais en internat. Ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette, par contre, d'être en internat. Ça m'a Mhm. appris déjà à vivre en collectivité, mais aussi à vivre seule, à faire des choses seule euh, et à me débrouiller. Par contre, dès l'entrée au collège, oui, au début, j'ai voulu faire un petit peu l'élève modèle, mais finalement, je me suis dit, mais voilà, ça me convient pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'en ferais vraiment le moins possible. C'est-à-dire que j'habitais au sein même de l'école, mais je venais en cours, j'avais pas de sac, pas d'affaires, et voilà, je posais les pieds sous la table et j'attendais que ça se termine parce que pour moi, c'était une torture. Vraiment, en fait, déjà, j'ai une capacité de concentration qui est hyper limitée. Alors, de devoir me concentrer sur des sujets où je trouve pas de sens parce que Mhm.
je ne saurais pas dire maintenant avec le recul si c'est parce que c'est mal expliqué ou si c'est parce que c'est pas assez ludique, ou juste les sujets me portent pas. Et quand les sujets me portent pas, autant je peux être hyper investie dans certaines choses, mais autant quand ça me porte pas, vraiment, je donne rien. Donc du coup jusqu'à oui ma troisième ça a été très très compliqué, surtout au niveau de la discipline. Et puis après, vraiment juste, en fait, je sauvais les meubles, c'est-à-dire que dès que je voyais que vraiment les moyennes étaient très très catastrophiques et qu'on n'allait pas me laisser passer au niveau suivant, je remettais un petit coup parce que j'avais quand même des capacités où même si j'écoutais pas le cours, je pouvais retranscrire un minimum, voilà, sur les examens. Et puis à l'arrivée au lycée, parce qu'en fait, on m'a mis un petit coup de pression quand même en troisième, où on m'a dit bon bah là, le lycée général t'oublie. Clairement, t'oublie, c'est direction l'apprentissage. Sauf que moi, je me disais mais je suis, en plus j'avais un an d'avance, je suis trop jeune, je me vois pas là partir sur un apprentissage. Ça veut dire que dans quoi, dans à peine 2 ans, je suis déjà au boulot. Enfin non non. Et puis surtout que les métiers de l'apprentissage ne me plaisaient pas, enfin, je me voyais pas du tout là-dedans. Donc ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit non, non, mais Là, c'est le je veux gros pas dilemme, partir. hein. Qu'est-ce que je fais? C'est ça. Et en plus de ça, à cette époque, l'apprentissage c'était quand même assez mal vu, quoi. Enfin, on dénigrait vachement l'apprentissage. On disait bah de toute façon, et c'est ce qu'on m'a dit Effectivement. clairement. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, t'as pas les capacités d'aller en général, donc tu vas aller en apprentissage. Déjà, je trouve que c'est hyper mal fait parce qu'en fait, Hmm. ça veut rien dire. Si j'avais été passionnée de cuisine, je vois par exemple ma maman, elle a fait un apprentissage. Enfin voilà, c'est parce que t'as des métiers aussi, c'est des vocations. Ça n'a rien à voir avec le niveau scolaire. Donc déjà là, on n'était pas très bon. Et ben voilà, moi, cette peur aussi de me dire, mais en fait, on va me mettre avec les nuls. Je veux pas être nulle. Donc du coup, je me suis dit, bon, allez, remets un petit coup de travail et je passe en général. Et de là, je me suis promis une chose, c'est que j'allais déjà arrêter tout ce qui est problème de discipline. J'allais vraiment re-rentrer dans le moule, être sage comme une image et essayer voilà de faire profil bas pour au moins valider mon bac et pour au moins avoir cette opportunité de choisir vraiment mon métier, de choisir vraiment mon orientation, parce que là, en fait, je me rendais compte qu'on allait choisir à ma place et je voulais vraiment pas de ça, quoi. Enfin, c'était vraiment l'angoisse de me dire, mais mince, enfin, je vais même pas être libre de mon destin, mais c'est horrible. Déjà qu'on me fout dans un système scolaire qui me convient pas, mais en plus de ça, si on choisit toute ma vie, non, non. Donc voilà, du coup, j'ai fait un bac économique et social. C'est ce qui me parlait un peu le plus en termes de matière, parce que c'est vrai que tout ce qui était économie, j'ai fait sciences politiques aussi, tout ça, ça me parlait beaucoup. Ça sortait vraiment des matières qu'on avait l'habitude d'étudier, et je trouvais que c'était beaucoup plus ouvert sur le monde, du La coup, enfin sur la société. vie, voilà, sur la société, sur la vie active, et ça me parlait beaucoup plus. Donc, euh, donc voilà, et puis c'était surtout l'opportunité de d'ouvrir un petit peu plus les voies qu'il y avait par derrière, parce que pour le coup, j'étais totalement perdue dans ce que je souhaitais faire Ah, c'est ce jusqu'au que au je vois aussi chez beaucoup de femmes surdouées et j'en fais partie. J'ai essayé d'ouvrir, je fais aussi une école de commerce le plus Mhm. généraliste possible, le plus longtemps possible pour pas fermer des portes parce que c'était trop angoissant de fermer des portes et pas savoir. Bah c'est ça. Bah ce pourquoi je me suis dirigée aussi sur une école de commerce Mhm. parce que c'était aussi le message que l'école transmettait. Bah voilà, c'est OK, vous savez pas ce que vous voulez faire, vous avez 18 ans, on peut très bien le comprendre. Mais vous allez voir en fait
on va tellement vous apprendre de choses et vous aiguiller, faire des stages, tout ça, que ça va se faire naturellement et c'est ce qui s'est fait en fait. C'est vrai que, euh, que c'est par le biais de voilà de s'intéresser à de nouvelles choses, de faire des stages, d'avoir de nouvelles expériences. Et ben on est en testant en fait on se découvre bah, des des appétences en fait, tout simplement. Ouais, et c'est vraiment mon message à toutes mes jeunes clientes, c'est faire des choix, c'est pas enfermant, c'est juste l'opportunité de tester, C'est d'expérimenter ça. et de se réorienter, d'ajuster en permanence. Et bah, il y en aura peut-être 2, 3, 4, 10, 20 dans une vie, Mm, mm. mais faut y aller quoi. C'est Ah mais c'est hyper important de toute façon de tester, même si on se dit oh, ça va pas me plaire ou quoi, mais des fois ça peut être vraiment une révélation. Et faut pas se fermer parce que ça permet aussi d'ouvrir, bah, aussi de valider de nouvelles compétences. Et ça peut toujours être utile. Enfin, je veux dire, moi, tout ce que j'ai testé en termes de métier, d'expérience, ça m'est utile dans plein de choses. absolument. Et du coup, par rapport voilà, à tout ce questionnement, comment t'ont accompagné tes parents et puis depuis que t'es petite, comment ils ont réagi à tout ça par rapport à ce haut potentiel? Ils devaient pas connaître beaucoup sur ce sujet au début non plus. Peut-être que même tu t'es aperçu qu'ils avaient aussi un profil spécifique. Je sais pas, mais Oui, comment ils ont vécu tout ça? alors, donc, comme je te l'ai dit, ça a été vraiment un gros tabou. En gros, on a un peu fait comprendre à mes parents que ça posait problème. C'était dérangeant. C'était dérangeant parce que voilà, l'époque faisait que on n'était pas assez ouvert sur le sujet. L'école n'était pas adaptée. En plus de ça, l'école a un peu la boulette de dire que ouais, j'avais des soucis de l'ordre psychologique, mais c'était, enfin voilà, on soupçonnait pas ça. C'était limite si on me disait pas que j'étais folle Folle. en fait. Voilà. Donc du coup, une fois qu'il y a eu les résultats qui sont tombés, bah voilà, ça les a mis un petit peu dans l'embarras quand même. Euh, donc euh, donc voilà, finalement, on a tout fait pour cacher un peu tout ça. Et voilà, avec mes parents, on n'en parlait pas. Et en fait, quand ils ont vu que de toute façon, bah, je partais un petit peu en déviance scolairement parlant. Eux, le problème, c'est que bah, mes parents avaient un restaurant, ils travaillaient énormément, donc il y avait déjà les soucis du travail. Enfin, voilà, une vie où t'as pas énormément de temps pour t'occuper de tes enfants. En plus de ça, moi j'avais une grande sœur qui est tombée diabétique à peu Hmm. près à la même période, qui est tombée diabétique très jeune qui n'arrivait pas trop à gérer sa maladie. Donc du coup, c'était super compliqué parce que d'un côté, il y avait bah mes parents devaient gérer les soucis de santé de ma sœur. Moi, j'avais des problèmes à l'école, mais c'était pas aussi grave. Donc finalement, bon, enfin, on s'en occupait pas trop. C'est-à-dire que moi, je faisais un peu mon petit truc. Bon, c'était pas non plus, voilà, ça posait pas tant de problèmes que ça. C'était comme ça. Voilà, je crois qu'ils pendant un moment, ils ont un peu baissé les bras. Ils se sont dit bon bah on verra bien ce que ça donnera. Mais c'est vrai qu'ils se souciaient pas trop de mon avenir, je pense, parce que ils reportaient un peu plus d'espoir sur ma sœur qui était une élève très brillante et qui était toujours première de sa classe, qui travaillait. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout le même profil parce que moi, pour le coup, j'ai jamais fait mes devoirs, j'ai jamais ouvert un livre. Enfin, Ta sœur est vraiment, SPI ou pas aussi? non, non, Non. non. Enfin, en tout cas, pas à notre connaissance. Mais par contre,
c'est quelqu'un de brillant et qui se donne les moyens, voilà, qui révisait beaucoup et qui voilà, qui se donnait les moyens en fait de performer scolairement parlant. Que Mhm. moi, j'avais pas du tout ces ambitions-là, moi, d'être première de Mhm. ma classe, ça m'intéressait pas du tout. Donc voilà, on n'avait pas du tout le même profil. Par contre, mon papa, lui, il est un peu plus comme moi. Alors, il a pas fait de test ou de voilà, mais sur la personnalité, je pense qu'il doit être un peu câblé comme moi en tout cas. Et à mon avis, voilà, je pense que c'est pas pour rien que je suis devenue Mhm. comme ça. En fait, tous les deux, on est tout le temps en train de penser à 15 milliards de choses, des projets, de faire ci, faire ça. Enfin, voilà, ça fume, ça n'arrête jamais. Et en fait, c'est c'est bah, quand il y a eu le moment de l'orientation post-bac, donc à peu près à 6 mois à peu près de passer le bac, voilà, on nous dit bon bah, maintenant où est-ce que vous allez ensuite? Donc moi j'arrive auprès de mes parents et je leur dis, comme ma sœur avait fait une fac de droit, je vais pas chercher plus loin, je leur dis bah moi je vais faire comme ma sœur, je vais aller en fac de droit. Et de là, mes parents me disent, oula, non, mais pas du tout, en fait, tu n'iras pas à la fac. Clairement, c'est hors de question. Parce qu'alors, du coup, pour la petite histoire, ma sœur qui était très, très studieuse, qui, voilà, n'avait eu aucun souci de discipline ou quoi aux caisses, arrive à la fac, comme c'était un peu, bah voilà, il y a plus de cadre, tu peux J'appelle un ça peu faire. la décompensation de la fac, où le cadre disparaît et là, c'est la chute libre. C'est ça. Et puis en plus, t'es là, tu viens d'un petit village en campagne et t'arrives à Dijon, qui est une ville quand même, c'est pas une grande ville par rapport aux grandes villes de France, mais pour nous, c'était vraiment une grande ville avec toute cette vie étudiante. Et là, t'as ton appartement, enfin, t'as ta liberté. Donc c'est vrai que ma sœur a un peu dévié à la fac. Et que du coup, mes parents se sont dit non, non, mais toi, on te connaît, t'es déjà déviante avec un cadre, donc à la fac, c'est même pas la peine parce que ça va être le club med. Je pense qu'ils ont Et eu raison. ils avaient raison, ils avaient totalement raison parce que moi, je me voyais déjà, je pensais même pas à étudier là-bas, je me disais déjà, ouais, ça va être génial, toute cette liberté incroyable. Et du coup, bah, je leur disais oui, mais sauf que si on enlève la fac, où est-ce que je vais? Donc, même eux ne savaient pas parce qu'ils n'étaient pas trop informés sur les sujets. Donc, on nous a dit, bah voilà, il y a un forum de l'orientation, on y va. Et en allant à ce forum de l'orientation, on a découvert bah, du coup les écoles de commerce bah, voilà, qui nous ont vraiment expliqué comment ça se passait chez eux. Et bah, c'était vraiment des discours qui nous ont tout de suite parlé à lui et à moi, à mon père et à moi, parce que lui s'est totalement reconnu dans ce truc-là. Enfin, il s'est dit, mais mince, moi, on m'aurait proposé ça à mon époque, mais ça m'aurait fait vibrer, quoi, parce que bah voilà, on t'apprend vraiment à déjà à savoir qui tu es, à aussi bah tendre vraiment vers tes aspirations et aussi à entreprendre. Et pas forcément à entreprendre, quand je parle de monter une entreprise, mais à entreprendre des choses en fait, et à entreprendre des projets, voilà, des choses totalement différentes que de ce qu'on nous Ouais, apprend bah, je me rappelle aussi à ma la propre fac. expérience, c'était, on avait monté une campagne avec du fundraising pour, voilà, organiser une campagne dans l'école pour l'association qu'on défendait, etc., pour les élections des associations de l'école. Enfin, et du coup, ça a fait des montées en compétences, en plus Mm, sur des mm, mm. choses tellement plus concrètes que ce qu'on a pu apprendre. Moi, j'étais aussi en prépa HEC, option maths. Et pour moi, c'était enfin la vraie vie
quelque chose qui percute avec C'est ça. de l'argent, des choses concrètes et pas Mm, de mm. l'algèbre bilinéaire où je ne comprenais pas non plus ce que ça pourrait m'apporter dans ma vie. J'ai jamais C'est compris ça. et je m'en suis d'ailleurs jamais servi, fort heureusement. Ouais, Donc, c'est totalement ça. et merci pour ce partage de ton parcours scolaire. Et j'aimerais qu'on revienne aussi parce que ça, j'y tiens. Il y a beaucoup de jeunes femmes aussi avec des périodes aussi un peu sombres, hein, Mhm, justement entre l'adolescence, la jeune fille, etc. Toi, je sais que tu as aussi un moment difficile avec une TS, je crois, et puis un rapport difficile au corps quand on est beaucoup mm, dans son mm. mental, quand on pense trop. Parfois, on en oublie un petit peu le corps. Et si tu peux nous parler aussi de ce qui s'est passé pour toi, quels ont été voilà les moments difficiles par rapport à tout ça. Bah alors déjà par rapport à ma vision de mon corps, elle a toujours été plus ou moins biaisée. Mhm. Et même encore maintenant, hein. Maintenant, en fait, j'ai appris. Je sais que voilà, il faut pas que je me focalise trop sur mon corps parce que j'ai du mal à le visualiser tel qu'il est. Je peux regarder des photos de moi il y a 3 semaines et je me dis ah mince, mais je me voyais pas du tout comme ça. Mais parce que vraiment, il y a quelque chose qui est totalement biaisé. Et ce qui fait que j'ai jamais réussi à me rendre compte de comment j'étais vraiment. Et j'ai toujours cherché à être mieux, à être plus mince, enfin avoir un corps qui était selon moi plus joli en tout cas. Donc ça déjà ça c'est un sujet. Alors, Mais après déjà il y pour a celles qui nous regardent aussi, hein, voilà, c'est le fait qu'on n'ait pas un regard objectif et réaliste par rapport à son corps, ça s'appelle aussi la dysmorphophobie. Et j'ai Mhm. beaucoup de clients qui ont ça, donc je pense que c'est important de mettre un mot dessus si vous voulez aller plus loin. Et je te laisse continuer. C'est ça. Donc ça, c'est voilà. Une fois qu'on le comprend bien, faut lâcher prise un peu là-dessus parce que je le vois, c'est quelque chose qui disparaît pas vraiment. Mais bah on peut lâcher prise et vivre avec et se dire bon bah voilà, j'arrête de voilà, forcément, je suis toujours un peu surprise quand je regarde mes photos, mais j'arrête de me dire que voilà, au moment présent, j'arrête de me focaliser à me dire ah non mais là ça je suis trop grosse. Non, parce qu'en fait c'est juste que je me vois pas telle que je suis. Donc voilà. Et par contre il y a aussi eu un gros sujet, c'est-à-dire que moi j'ai fait de la boulimie pendant pendant plus d'une dizaine d'années, hein, parce que j'ai Mm. dû commencer à peu près à mes 13 14 ans, je pense. Et puis jusqu'à mes 4 ans, ouais. Donc voilà, avec des périodes, hein, ça vient vraiment par période. Je saurais pas trop comment l'expliquer, mais déjà il y a eu le fait que ma sœur était diabétique et forcément il y a eu un contrôle sur tout ce qu'on mangeait Mm. et une privation en fait qui me frustrait et j'avais besoin d'aller violer en fait cette privation. Mhm. Mais il n'y avait pas que ça, parce qu'il y avait aussi un besoin de d'engloutir en fait de la nourriture et de la faire ressortir aussi et de m'infliger ça en fait. C'est comme si ça me faisait du bien de tout ce cercle Mhm. voilà de C'est comme un rituel de contrôle. C'est au moins ça, je le contrôle. c'est ça. Si je contrôle pas mon apparence physique, ce truc-là, je le maîtrise d'une certaine manière. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis après, bah, voilà, dès que t'es pas trop bien, bah, tu engloutis tout ce que tu peux. Et puis, de toute façon, tu peux pas le garder en toi, c'est impossible.
Donc t'as pas le choix. Donc en fait, c'est totalement un cercle vicieux après, hein, parce que en plus ton estomac il s'agrandit de plus en plus. Enfin, tu te dis que non, tu te mets pas de limite. Mm. Donc voilà, ça c'est vrai que ça a été assez compliqué de m'en débarrasser parce qu'en plus bah voilà, dès que t'es pas bien, c'est comme un refuge un peu. Ouais, c'est ce qu'on appelle aussi la faim émotionnelle. Ça va pas bien, donc j'ai besoin de nourriture doudou. Ouais, Et j'ai pris cette habitude. C'est une habitude qu'on prend finalement c'est euh, ça, au lieu d'un doudou, presque. c'est ça, ouais. Et du coup, ça t'a apporté aussi enfin, amené dans bah voilà, l'envie aussi de mettre fin à tes jours une fois? Non, Non. ça c'était pas lié. Non, c'était plutôt qu'en fait j'étais dans un malheur, mais vraiment profond. Hmm. Et pendant très très longtemps en fait, depuis, je me souviens, hein, depuis toute petite, en fait je subissais la vie parce Hmm. que bah rien n'était joyeux et enfin rien que tout ce qui se passait à l'école quand tu sais que quand t'es enfant tu passes la majorité de ton temps à l'école et quand ça se passe pas bien et qu'en plus de ça ça se passe pas forcément bien à la maison quand tu rentres parce que forcément t'as des mots dans le carnet, t'as les professeurs qui sont au bout du rouleau qui passent leur temps à appeler tes parents pour dire que ça va pas, enfin donc finalement tu passes pas des bons moments, hein. Puis bah voilà, on ne dit jamais que que c'est chouette, que t'es une bonne élève et tout. Donc voilà, t'es vraiment dans un cercle où ça va de pire en pire en fait. Et puis, et ajouter au fait que je me sentais en décalage avec les autres, que j'avais du mal à m'intégrer, j'avais du mal à avoir des amis, les personnes me jugeaient vachement. Enfin, ouais, c'était, bah, il y a eu tout un cercle où je me disais, bah, c'est ça la vie, franchement. Bah, je vois pas. Enfin, Ça vaut pas la peine d'être vraiment, vécu. c'est ça. En fait, je me levais le matin et je me disais, ça va être encore une journée horrible, quoi. En fait, je suis là, je subis. Enfin, c'était un poids constant et j'arrivais pas à être heureuse, en fait. Je n'y arrivais pas. Et j'avais beau faire des choses qui me faisaient sentir un peu que j'étais heureuse, mais en fait, c'était juste de l'illusion. Hmm. Parce que t'es là, tu vas sortir avec tes amis et tout, tu vas être contente sur le coup, mais finalement, bah, tes pensées te rattrapent et bah, voilà, c'est que un peu du bluff, quoi. Et alors, Donc voilà. quel a été le déclic après ce moment-là pour justement commencer à cheminer vers un peu plus de bonheur? Alors le déclic déjà, ça a été vraiment d'arrêter de me concentrer sur les autres, d'arrêter de Hmm. les écouter, d'arrêter de vouloir plaire aux autres. Mais totalement. C'est-à-dire que, en fait, je suis vraiment arrivée au bout d'un truc, au, au bout de certaines relations amoureuses, certaines relations d'amitié, même des relations avec mes proches, où vraiment je suis arrivée au clash, Au point de à me dire, rupture presque, ouais, ouais. au point Hmm. de rupture. Et je me suis dit, je vais arrêter en fait de vouloir satisfaire les gens et de vouloir leur plaire et en fait de ne pas être moi-même parce que de toute façon ça ne marche pas. On arrive là au point de rupture donc finalement bah je vais essayer de vivre pour moi, de faire les choses qui me plaisent
et tant pis, et c'est pas grave. Si je dois arrêter certaines relations, c'est ok. C'est pour moi, et finalement, maintenant, je regrette pas du tout parce qu'en fait, bah, plus tu coupes des fois des liens en fait qui sont toxiques, et ben mieux tu es et en fait ça te tire vers le haut et ça te met dans une bulle de positivité et de une bulle de bonheur en fait. Et depuis je vis plus du tout pareil et je j'apprécie j'apprécie tout ce que je fais en fait. Je me dis maintenant il n'y a pas assez de temps dans une journée pour faire tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai envie de faire et voilà, c'est plus du tout pareil. Oui, on Il y a sent vraiment vraiment eu maintenant que, ouais, et on sent vraiment que maintenant ta créativité a explosé, c'est ça. notamment aussi depuis ton entrée dans le monde professionnel, donc beaucoup plus concret que les Mm, cours mm, et les machins qui n'avaient pas de sens, et que du coup, tu as découvert aussi, tu vas nous en parler, l'entreprise, mais aussi l'entrepreneuriat, et que mhm. ça fait toute la différence puisque tu as trouvé un champ d'expression multiple, varié, qui te correspond, et c'est toi qui choisis. C'est ça, tout à fait. C'est vraiment, il y a eu deux vies en fait, Hmm. en une seule. Hmm. Mais Et c'est pas mais fini. Il y en aura et c'est peut-être pas plein fini. d'autres. Ouais, et c'est pas fini. Et c'est chouette parce que voilà, c'est pour ça aussi que j'ai voulu écrire ce livre pour dire que vraiment on peut tomber dans dans le bas le plus profond parce que vraiment c'est ce qui m'est arrivé où j'avais plus le goût de vivre et où j'allais voir mes parents et je leur disais j'ai envie de mourir, je Hmm. veux que ça s'arrête, faites quelque chose. Je suis allée moi-même me présenter dans une sorte d'hôpital psychiatrique Hmm. pour dire là il faut faire quelque chose parce que j'arrive plus à trouver de goût à rien, je sais pas, faut m'aider, faut voilà. Euh, donc voilà, je pense qu'on peut vraiment passer par ces moments-là et en fait ça nous condamne pas parce Hmm. que c'est en fait il suffit de quelques d'un petit rituel pour aller mieux, de quelques petites choses et tout de suite ça peut repartir et totalement changer. Oui, et Ah, j'ai vu beaucoup de HP qui se sont présentés d'eux-mêmes en HP. C'est mhm, le cas de le dire. Mais justement, c'est l'intelligence du HP pour savoir que des fois, il faut des fois 2, 3 semaines pour tout arrêter, pour tout resetter, mais que du coup, le rebond, grâce à la résilience énorme qu'on a, mhm. est génial. Donc, faut pas avoir peur aussi de faire de ce genre de démarche. Et moi, des fois, j'encourage des gens à le faire. Parce que en fait, Ah oui, déjà un non hôpital non, psychiatrique aujourd'hui, c'est pas du tout pour les fous. C'est juste là pour donner un moment de pause et pouvoir faire stop. J'arrête, ah je oui c'est recentre clair. sur moi et le reste du monde n'existe plus et c'est ce dont on a besoin. C'est clair. Et puis prendre soin de sa santé mentale, c'est hyper important. Mhm. Et ça, faut pas hésiter de justement d'en prendre soin et de se faire aider et de voilà de comprendre ce qui va pas et même tu vois même si ça devait passer par un parcours médicamenteux parce Mhm. que c'est ce qu'on m'a proposé aussi. On m'a dit, vous savez, des fois, c'est parce qu'il y a une petite partie dans le cerveau qui déconne et on peut l'aider. Ou bon là, j'en ai pas eu besoin parce que c'était pas ça en fait. C'est pas ça, non. Mais voilà, des fois c'est juste il y a un petit truc qui va pas et en fait, faut pas se bouffer la vie. Parce qu'elle est tellement courte et il y a tellement de choses à faire que voilà. En fait, quand ça va pas, il faut tout de suite se prendre en main et chercher des solutions. Alors, merci pour ce partage très intime, parce que c'est pas évident aussi de partager ça avec tout le monde, mais on sent que tu es dans ce move-là en ce moment. Mm, mm. Alors, justement, l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes atypiques, alors, des fois beaucoup plus tard que toi, beaucoup de personnes qui ont l'expérience de l'entreprise et puis se rendent compte qu'il y a pas mal de limites, elles se sont bien suradaptées et passent à l'entrepreneuriat. Moi, j'aimerais que tu nous dises, à 27 ans, l'entrepreneuriat,
toi, qu'est-ce que tu en penses et pourquoi tu penses que, j'imagine, hein, pour le futur aussi, c'est quelque chose dans lequel même de multi-entrepreneuriat, tu vas continuer à rester. Alors moi, ce que j'en pense, ça a changé ma vie, l'entrepreneuriat. De toute façon, j'avais toujours cette envie de vouloir travailler pour moi. Bon, déjà Hmm. parce que dans ma famille, euh, on est entrepreneur, donc du coup, j'ai un peu baigné là-dedans, dans ce monde-là. Mais aussi parce qu'en fait, j'ai pas fait longtemps, moi, en tant que salarié, finalement. J'ai même pas fait un an. Mhm. Mais voilà, pareil, c'était comme si j'étais encore à l'école, je subissais. Je Hmm. subissais tout l'environnement, tout ce cadre, toute cette façon de travailler. Ça me convenait pas. Déjà, le fait que, bah voilà, à telle heure, il faut que tu fasses ci, et à telle heure, tu t'arrêtes. Mais si t'es là, t'as pensé un truc et tout, enfin mince, t'as pu... enfin, tu vois, moi, quand je travaille, c'est vraiment... au moment présent, des fois, je vais avoir une idée, il faut que ça sorte et c'est maintenant. Et donc, d'être contraint d'avoir des horaires, d'être contraint aussi d'avoir des personnes qui travaillent avec toi, qui ne sont pas dans le même état d'esprit que toi, qui ne t'apportent rien parfois. C'est hyper frustrant parce que moi je suis là, j'ai envie de bosser avec des gens qui sont tout le temps géniaux, qui vont m'apprendre des choses, avec qui on va pouvoir s'élever ensemble. Et là des fois c'était vachement frustrant. Donc enfin en fait c'est plein de petits trucs où je me disais ça va pas, c'est pas comme j'aurais envie. Alors des fois oui forcément tu as la chance de pouvoir bosser dans des super boîtes et tout, mais c'est pas toujours le cas. Donc finalement, je me suis dit ça a été vraiment un coup de poker, hein, parce que de base, je voulais encore continuer à faire mon expérience, Mhm. mais j'ai eu cette opportunité de me mettre à mon compte parce qu'il y a des personnes qui souhaitaient que voilà que je leur fasse leur com, parce qu'ils avaient vu ce que j'étais capable de faire. Donc du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas se lancer dans ce projet et puis quand bien même si ça marche pas, bah, j'irai repostuler ailleurs vu que de toute façon j'avais déjà des propositions d'embauche. Je me disais, bah mon profil plaît donc j'ai pas trop de soucis à me faire et puis ce sera que de l'expérience gagnée en plus et euh, et finalement j'ai envie de tenter un nouveau truc parce que voilà, j'étais déjà dans un moment où je me disais, je me lasse déjà de ce que je suis en train de faire parce que j'arrive pas à évoluer aussi vite que j'aimerais. Hmm. Et finalement, bah, là, je vais commencer ma troisième saison d'hiver. Ça va faire 2 ans et demi que je me suis lancée à mon compte et ça, c'est en constante évolution. C'est plus du tout la même entreprise que j'ai créée il y a 2 ans et demi. Ça a déjà énormément évolué. En fait, ça évolue avec ma personnalité, avec tout ce que j'entreprends, tous les projets que je fais, toutes les opportunités que je crée. Voilà, c'est la continuité de moi. Finalement, c'est vraiment j'ai créé quelque chose qui est Qui te ressemble à totalement 100%. voilà, qui me ressemble à 100%. C'est ça. C'est un super message aussi de dire pour toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, pas besoin d'avoir quelque chose de parfait. De toute façon, dans 6 mois, ta vision, enfin ton plan, il sera plus du tout le même. Donc autant y aller, voir ce que C'est ça ça. donne, hein, et puis se laisser porter. Et notre personnalité change tellement quand on est dans l'entrepreneuriat que c'est impossible d'avoir un plan préétabli qu'on va garder. Impossible. Oui, et de toute façon, c'est pas la peine. Aujourd'hui, le monde évolue tellement vite et Hmm. tous les outils évoluent tellement vite que on n'est plus comme il y a 10 ou 20 ans où il faut que ça soit
structuré, cadré. Non, maintenant, il faut que ça évolue en même temps que la société et le monde évolue. Donc, euh, donc voilà, faut se laisser cette liberté et aussi cette liberté de, de tenter, d'oser et peut-être même d'échouer. Parce que des fois, on tente, on échoue, mais finalement, ça nous ouvre d'autres possibilités, ça nous apprend d'autres choses. Donc voilà. Excellent. Et alors, je vois aussi que tu es une multipotentielle, comme j'appelle les gens avec des multiples curiosités et envies, assez active, même voire hyper active. Comment tu gères ça au quotidien, le fait que justement, tu disais avec mon père, on a tout le temps des idées, ça fuse, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés pour savoir comment toi, en fait, tu le vis et comment tu canalises ça. Alors, comment je le gère au quotidien? C'est-à-dire que maintenant que je me suis dit à 100%, je suis moi-même et je fais tout ce dont j'ai envie et je m'enlève toutes les barrières Mhm. possibles et imaginables. Et vraiment, je suis en mode no limite. Depuis ce moment-là, je vis à 1000 à l'heure, Mhm. clairement. Vraiment là, je n'arrête pas. J'ai toujours, en plus, je suis quelqu'un euh, qui pas ne sait pas dire non, mais voilà, j'arrive pas à mettre de limites et dès qu'on me propose un nouveau projet, bah là, comme c'était pour le livre, j'étais en train de préparer un autre projet entrepreneurial et on m'a proposé le livre et j'ai dit ok bon bah c'est pas grave, je vais mettre une petite pause sur sur le projet, je vais écrire le livre, je vais lancer le livre, je vais me remettre sur le projet après. Bam, et là, je suis encore sur des projets pour après encore. Mais en fait, je sais pas faire autrement parce que si j'ai pas tout ça et que je suis pas vraiment, des fois, je me dis, parce que je me fais des multitudes de listes de tâches, j'ai Mhm. Mhm. des planners, j'ai un tableau juste en face de moi avec toutes les tâches que je dois faire dans la journée. Enfin, voilà. En fait, je vis vraiment comme ça, la tête, presque noyée. Mais si je suis pas comme ça, je m'ennuie. Tu meurs. Enfin, vraiment. Mais c'est horrible hein, parce que ça, c'est quelque chose euh, que mes parents commencent à comprendre parce que voilà, ils commencent à de plus en plus comprendre et aussi ils s'informent. Enfin, là, ils se sont beaucoup informés dernièrement sur du coup, bah voilà, les personnes à haut potentiel. Enfin, ils essayent de comprendre parce que toute ma vie, je leur ai dit, je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. Oui, mais t'as quelque chose à faire, tu t'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Oui, mais non, tu comprends pas, ça m'ennuie. Enfin, c'est pas, je sais que j'ai toujours quelque chose à faire, mais moi, il faut quelque chose qui soit stimulant tout le temps, une nouvelle chose, un nouveau truc. Sinon, c'est horrible. Sinon, voilà, je suis là, mince, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Dès que j'ai une tâche super sympa qui se termine, voilà, mais c'est comme ça. J'apprends à vivre avec. Je sais qu'il faut que je me mette un maximum de choses sur le dos pour qu'au moins je me sente pro- productive, enfin vivante, enfin ouais, Je trouve que c'est active. intéressant parce que la douance, c'est vraiment cette idée de Dabrowski toutes les surexcitabilités qu'on peut avoir, hyperexcitabilité émotionnelle, intellectuelle, etc. Donc, c'est toujours le juste milieu entre, pour vivre bien cette douance, je dois les nourrir, c'est super Mhm. important, et en même temps, ne pas tomber en carence. Donc, c'est toujours un juste équilibre en permanence à trouver et on ne l'a jamais. Mais je trouve ça intéressant que tu aies pu l'exprimer comme ça, en tout cas. Ouais, bah en fait, ça passe surtout par mon travail parce que du coup, Hmm. euh, grâce au fait que justement j'ai créé ce travail de mes rêves, clairement, parce que c'est incroyable. À chaque fois, je me dis, enfin voilà, je suis bien épanouie. J'adore ce que je fais. Pour moi, c'est quand on dit, bah voilà, quand t'as vraiment un travail qui te plaît, t'as pas l'impression de travailler, bah c'est pareil. Mhm. Et finalement, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Pour autant, je suis une acharnée de boulot, mais voilà, je me donne corps et âme là-dessus. Et à côté de ça,
Eh ben, j'ai cette soif aussi de voyager, de découvrir de nouvelles choses, de faire plein d'activités. Donc, ce pourquoi j'ai cette double casquette où sur les réseaux, bah, je suis créatrice de contenu et influenceuse, et du coup, bah, je développe de plus en plus des collaborations avec des hôtels, des destinations, des activités. Donc, ce qui me permet déjà moi, bah, de nourrir cette soif de découverte, et en plus de ça la créativité, parce que je suis là, je crée du contenu, je trouve ça hyper stimulant, à chaque fois c'est de nouvelles choses, enfin, c'est hyper inspirant. Et en plus de ça, il y a aussi le côté je partage avec ma communauté, je suis dans l'échange, je suis là, je leur montre des choses qui les intéressent, il y a de la communication, enfin, en fait, c'est génial parce que tout ce que je fais en tout cas en ce moment, bah, tout est stimulant, tout est propice à l'inspiration, à la créativité et au partage. Et c'est vraiment tout ce qui me motive et ce qui me rend heureuse en fait. Mhm. Et alors, petite question aussi plus intime, au niveau perso, c'est quoi tes défis en ce moment de femme justement de 27 ans? Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui se Mes présente à toi dans défis, cette nouvelle partie de vie où finalement le travail euh, a son importance ah moi le pour se travail, développer? le travail, c'est devenu vraiment la base de tout parce que c'est vraiment ce qui me rend heureuse, ce qui m'aide aussi bah du coup à à faire bah mes projets aussi parce que forcément je gagne ma vie avec ça, donc ce qui me permet aussi bah voilà de là d'être là, de vivre à Val Thorens, de pouvoir me payer mon appartement, enfin mes loisirs, le ski parce que moi l'hiver c'est pas pour rien que je suis venue ici, c'est parce que je suis une fan de ski, donc, donc il faut que je puisse aussi bah, réaliser tout ça. Donc c'est grâce au travail. Et après, dans ma vie un peu plus perso, bah voilà, je suis assez loin de ma famille, mais pour autant, bah là, par exemple, la semaine prochaine, je pars en vacances avec eux. Et ça, c'est chouette aussi parce que le fait que je sois indépendante, ben, je peux travailler, enfin faire du télétravail. Donc ça, c'est super parce que j'ai l'opportunité aussi, bah voilà, de pouvoir profiter de ma famille qui est loin, de partir en vacances, de voilà, de pouvoir gérer ça et pas me mettre justement de la frustration. Euh, et après, bah voilà, j'ai mes amis avec qui on partage aussi euh, ces choses-là, dans le sens où bah, j'ai de plus en plus d'amis entrepreneurs. Mhm. Donc du coup, c'est hyper chouette parce qu'on a des sujets de conversation qui sont vraiment très stimulants. Et pour le boulot et pour d'autres choses parce que bah c'est vrai que c'est un peu c'est un mindset en fait de voilà d'être dans les projets et et dans l'écoute aussi, dans l'écoute des autres. Donc ça c'est hyper intéressant. Et après moi je suis quelqu'un qui aime bien vraiment connaître tout type de profil. Je me nourris vraiment Mhm. de tout en fait. Je suis hyper curieuse, Ouais. donc voilà, je suis de plus en plus ouverte, alors qu'avant j'étais vraiment hyper fermée. Je ne voulais parler à personne. J'avais peur de tout le monde, j'avais peur du regard des autres. Je n'osais jamais m'exprimer. Et maintenant, enfin là, j'ai qu'une envie, c'est d'apprendre à connaître les gens et et voilà là pour le moment en tout cas. Dans ma vie perso, c'est un peu ça le sujet, c'est de bah voilà de voyager, de
pas forcément à l'étranger, mais aussi même en France, et puis d'aller découvrir de, de des nouvelles spécialités, des De nouveaux t'ouvrir au monde lieux, hein, après cette voilà, période plutôt de retranchement quand tu étais plus jeune. c'est ça, c'est ça, tout à fait. C'est de m'ouvrir au Et, monde. et pour toutes les femmes, jeunes femmes qui nous écoutent sur cette chaîne, aujourd'hui, quel est le dernier message que tu as envie de leur laisser aujourd'hui par rapport à ton parcours? Si ce parcours avait un message à donner, et ce livre aussi, En dehors du moule, que je vous conseille d'acheter, qu'est-ce que ce serait? Alors moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de vraiment ne pas écouter les autres. Hmm. Enfin, les autres. Oui et non, parce que il y a des personnes qui peuvent vous aider forcément. Mais tout ce qui est de l'ordre de la critique ou du négatif, vraiment, il faut éliminer tout ça. Euh, Toutes les personnes, voilà, qui peuvent vous jalouser ou essayer de vous rabaisser ou, enfin, voilà, tout ça, il faut vraiment écarter parce qu'en fait, ça va vous mettre dans une mauvaise, dans un mauvais état d'esprit. Et il faut vraiment se concentrer sur soi, sur sa personne. Et ça passe déjà par la santé mentale, prendre soin de sa santé mentale. Ça va passer aussi par faire du sport, Hmm. voilà, s'aérer, avoir une bonne hygiène de vie. Et tout ça, c'est très bête, hein. Mais moi, ça m'a énormément aidé. C'est-à-dire que je me suis vraiment fait un rituel dans le sens où je vais faire du sport, je vais faire attention à ce que je mange, je vais arrêter consommer trop d'alcool. Hmm. Parce que déjà, forcément, en plus, quand on a un cerveau qui marche un peu en accéléré, tout ce qui va être alcool, enfin toute la, Excitant. voilà, forcément, ça va pas nous aider et on va partir un peu loin dans notre tête. Donc tout ça, il faut vraiment se mettre une bonne atmosphère, prendre soin de soi. Ça va aussi par enfin faire des soins, des trucs tout bêtes, mais vraiment prendre soin de son corps et de son état d'esprit pour déjà se sentir bien et pouvoir affronter aussi le monde et affronter ce qu'on a envie d'entreprendre. Et parce que après on va vous attendre à la sortie, donc il faut se construire une bonne carapace et être bien avec soi pour pouvoir affronter justement les autres. Bah, merci beaucoup pour ce message, en tout cas d'espoir pour des personnes qui seraient peut-être aussi dans une situation dans laquelle tu étais un petit peu dans la pénombre à un moment donné. C'est toujours possible que ça change et ça, c'est super important de le savoir. Et je te remercie vraiment, vraiment pour ce partage que j'ai trouvé hyper spontané, authentique, vulnérable. Moi, je trouve qu'on a besoin de ce genre de discours dans notre société. Donc, merci, merci encore pour cette interview. Avec plaisir. Et je te souhaite que cette interview t'apporte encore de beaux échanges avec des nouvelles personnes et de belles découvertes. Et ben j'espère aussi, vraiment, faut pas hésiter. Comme j'ai dit, je suis hyper ouverte à l'échange et ce sera avec plaisir. Donc, Euh, n'hésitez pas à mettre voilà. en commentaire des questions pour Ludivine, pour moi. On se fera un plaisir de vous répondre quand on ira visiter les commentaires sous la vidéo. Et merci à tous et à très bientôt. À bientôt, Ludivine. À bientôt. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!